Bonjour, merci d'être là. Et puis pour nous présenter rapidement, moi c'est Manon et voilà mes collègues Zoé et Maxine. Donc l'UPA a fait appel à nous aujourd'hui pour vous parler de nos expériences de contrôle sur le roseau commun. Donc je vais commencer par vous parler de pour qui on travaille. On travaille pour un chercheur qui s'appelle Daniel Nichaud, qui travaille pour l'UQAM et qui est directeur du centre d'études de la forêt. Donc lui, il a beaucoup de projets qui se font. Il est en écologie forestière. Il a plein de projets très variés. Il a des étudiants qui travaillent aussi sur la tordeuse des bourgeons de l'épinette, plein de choses. Et il a aussi des projets qui incluent donc le contrôle d'espèces exotiques envahissantes, comme par exemple le nerf brun ou le roseau commun. Donc là, on va commencer par vous parler un peu des projets qu'on a dans le laboratoire qui incluent de la lutte au roseau commun. Donc bonjour, moi c'est Maxine. Je vais commencer par vous parler du boisé des Terres Noires, qui est un boisé qui se situe à l'Assomption dans la Naudière. Donc ce boisé-là, c'est une tourbière de 37 hectares qui est un projet de compensation à la construction du train de l'Est. Donc, dans le fond, ce qui s'est passé, là, pour vous donner un petit peu plus l'historique, le projet a commencé en 2016, c'est un projet de 10 ans, il va terminer techniquement en 2026. Puis, à l'époque, c'était une tourbière qui avait été décapée illégalement, puis les gens vendaient la tourbe là, en kiosque sur le bord du chemin, littéralement. Puis, ça avait été un site aussi de dépôt sauvage, là, donc il y avait des pneus, plein de choses dans la tourbière, ce qui a fait en sorte que les espèces exotiques envahissantes ont pris le dessus. Puis là, avec le financement de Exo puis la fiducie de conservation de la Naudière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un aménagement écologiquement viable. On a fait des tests aussi, des expérimentations, puis on a fait de la lutte aux espèces exotiques envahissantes, dont particulièrement le nerf brun et la phragmite. Plus spécifiquement, les techniques qu'on a utilisées dans le boisé, c'était le géotextile, le pliage et aussi un peu de labo, mais ça, c'était plus au début, là, quand on a fait des sillons de plantation. Donc, je vais laisser Manon continuer avec le projet à Terrebonne. Ensuite, on a un autre projet qui se situe à Terrebonne, donc avec le ministère de l'Environnement et la ville de Terrebonne, donc c'est deux marais distincts. Au départ, c'était juste des mandats de contrôle, et là, en fait, comme on voulait laisser la quenouille reprendre sa place, en fait, on traitait au pied pour éviter de marcher sur la quenouille. Puis en fait, c'est justement là qu'est venue l'idée de savoir c'était quoi notre impact sur les autres espèces indigènes. Parce que c'est ça, si on traite, à un moment donné, qu'est-ce que ça va faire sur le reste? Parce qu'on veut que ce soit finalement autre chose qui reprenne sur le dessus. Donc c'est ça les expériences qu'on a commencé, en fait, de voir à la fois l'efficacité, puis l'impact, l'efficacité sur le roseau, puis l'impact sur les autres espèces. Et nous, là, sur ces sites-là, on teste à la fois le pliage au pied, puis la coupe sous l'eau. Ensuite, on a un projet, le laboratoire gère un projet de reboisement, un gros projet de reboisement à Pike River. Donc, je pense que ça pourra intéresser Charles. En fait, c'est le ministère des Transports qui a mandaté notre chercheur pour faire le projet de compensation de la prolongation de l'autoroute 35 à Saint-Armand et Pike River. Là, en fait, au lieu d'avoir des plantations un peu très traditionnelles, monoculture, etc., qui sont faites d'habitude, là, c'était vraiment de faire quelque chose de vraiment très innovant, d'avoir une forêt naturelle. Et là, pour ça, c'est une expérience à ciel ouvert avec des densités, des espèces différentes, vraiment plein de choses qui sont variées pour voir ce qui fonctionne. Et ensuite, dans le but de recréer un habitat pour la faune et aussi donc de faire une forêt résiliente au changement climatique. Et là, faire aussi des expérimentations de recherche sur des années. Donc là, le projet a débuté en 2020. Un peu comme ici, on est toujours en train de faire des petites plantations qui restent à faire. On commence un peu les suivis qui devraient durer jusqu'en 2036. Dans ces zones agricoles, c'est des anciennes zones agricoles, en fait, c'est ça, il y avait des parcelles qui étaient envahies de phragmites. Donc on a quasiment 3,5 hectares de phragmites sur ces parcelles-là. Donc là, c'est ça, c'est qu'il faut y aller. Donc on essaye de tester, d'utiliser des méthodes qui sont déjà utilisées et connues pour être un peu dans l'efficacité, mais on essaye quand même de rester dans la créativité, de tester de nouvelles choses. Donc on avait déjà parlé à d'autres moments, mais on a essayé notamment le pliage au pied à la raquette à neige. Donc dans les champs, on est là avec nos raquettes à neige, puis on plie. Ça permet d'être un peu plus rapide qu'à pied. Et aussi, là, on a commencé cette année à tester
le vinaigre comme méthode de contrôle pour remplacer les pesticides, les herbicides, enfin tout. Et puis c'est essayer de voir comment, si ça peut fonctionner et être une bonne alternative. Donc on vous en parlera un peu plus tard. Donc je vais laisser Maxine parler de qu'est-ce que c'est le roseau commun, comment l'identifier, puis des caractéristiques plus précises de l'espèce. Parfait, merci. Donc, c'est ça, dans le fond, je voulais quand même qu'on prenne un petit moment très bref là, pour pouvoir faire la distinction entre le roseau qui est envahissant, mais aussi celui qui est indigène et une autre espèce là, qui peut souvent être confondue, surtout au printemps, le phalaris. Donc, maintenant, je pense que je vais avoir besoin de toi. Ouais. Okay. Donc, je vais commencer par le roseau envahissant et le roseau indigène. Juste pour vous situer, là, la flèche rose, c'est toujours celui qui est envahissant, puis la flèche verte, c'est le indigène. Donc, on voit en fait au niveau des tiges du roseau indigène que ça va être plus des tiges rouges, surtout à la base. Même chose pour les nœuds versus le envahissant là, qui va être plus verdâtre, blanchâtre. Il peut y avoir quand même certaines variations. Sinon, on a aussi au niveau de la tige, le roseau qui va être indigène va avoir des champignons qui vont se retrouver sur le roseau. Fait qu'on va voir souvent des points noirs qui vont se retrouver sur la tige versus le envahissant où est-ce qu'il n'y en aura pas. Il n'y a pas de champignons qui viennent se retrouver dessus. Et en dernier lieu, il y a la feuille aussi du roseau envahissant versus indigène que le envahissant va être plus bleuté. Elle va être comme dans le vert bleuté, tandis que le indigène va être plus dans le jaunâtre en tant que tel. Et pour le phalaris, la différence entre le envahissant et le phalaris, on voit beaucoup au niveau de la hauteur, surtout quand c'est plus au printemps, là, à l'été ou au début de l'été aussi. Dans le fond, le phalaris va être plus dans les 2 mètres, tandis que le roseau envahissant va être plus dans les 3 à 5 mètres de hauteur. Donc, il devient très grand, fait un mur qui est très, très dense là, en tant que tel. Une fois qu'on va être rendu plus loin dans l'été, on va avoir la floraison qui va vraiment montrer la distinction entre le phalaris. On voit vraiment que la panicule est vraiment plus mince par rapport au roseau exotique. Mais une des choses qui fait en sorte que c'est hors de tout doute, là, c'est vraiment au printemps, quand il y a eu la fonte des neiges et tout, le roseau envahissant, il va rester érigé. Donc, on va voir vraiment bien sa panicule, puis le roseau qui va être érigé versus le phalaris qui va avoir tendance à plus se coucher. Fait qu'on peut le voir là, déjà d'emblée de cette façon-là. Je vais laisser ma collègue Zoé pouvoir parler de l'impact sur la biodiversité et les autres impacts. Moi, je vais vous parler des impacts sur les milieux. Donc, le phragmite en a plusieurs. Veux pas, comme on a dit, le phragmite s'installe de plus en plus dans nos milieux agricoles et dans nos fossés et canaux de drainage. Fait que pourquoi c'est un problème? Bien, vu que c'est pas une plante locale, comme on l'a dit, elle est extrêmement compétitive, elle peut venir modifier les sols, elle consomme beaucoup d'eau, réduit la biodiversité et surtout nuit directement à l'efficacité des systèmes de drainage et donc la productivité agricole. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de comme 3 principaux impacts sur la végétation biodiversité, sur la faune, fait qu'on peut penser poissons, amphibiens et sur les oiseaux, et sur les sols et milieux hydriques. Donc, pour ce qui est de la végétation, mais le premier impact visible, c'est vraiment la perte de diversité végétale. Fait, comme on a dit, le phragmite peut devenir de 3 à 5 mètres de haut, mais il devient aussi un mur comme impénétrable, ce qui fait en sorte que la lumière elle a vraiment de la difficulté de se rendre au sol, ce qui fait en sorte que les plantes ne peuvent plus vraiment grandir. Par exemple, au boisier des terres noires, ils ont vu que seulement il reste comme juste de l'impatiente du cap un petit peu au sol, plus vraiment de biodiversité. Fait que dans des places où est-ce qu'avant il y avait carex, joncs, quenouilles, peu importe, ben maintenant il y a vraiment un paysage uniforme comme une monoculture de phragmites. C'est un problème parce que, dans le fond, la biodiversité végétale est essentielle. Elle soutient la faune, elle régule l'eau, elle stabilise les sols. Fait que quand on perd cette diversité-là, bien, tout l'équilibre écologique est bouleversé. Ensuite, le phragmite change aussi beaucoup les milieux de vie des animaux qui dépendent des milieux humides. Donc, quand on parle des poissons, bien, les jeunes poissons dans les marais vont souvent aller en bordure pour
vivre et pour refuge et garde-manger. Donc, quand le phragmite commence à envahir le cours d'eau, prendre tout l'espace, mais on perd tout cet habitat-là pour les jeunes poissons. C'est le cas, par exemple, pour la chigan à petite bouche qu'on a en photo. Pour ce qui est des grenouilles et des oiseaux, les résultats sont plus contrastés. Fait que certaines espèces vont l'aimer, alors que d'autres vont vraiment pas survivre dans le milieu. Fait que si on pense à la grenouille, il y en a plusieurs qui disent qu'elle va grandir plus lentement. Par contre, nous, sur le terrain, on voit encore beaucoup de grenouilles léopards et de grenouilles vertes et encore aussi une abondance de rainettes versicolores qui ne semblent pas vraiment préférer un milieu plein de phragmites versus un milieu de quenouilles. Comme on voit une abondance relativement similaire dans les deux. Pour ce qui est des oiseaux, c'est aussi contrasté. Certaines espèces tirent profit du phragmite. C'est le cas un peu du carouge à épaulettes qu'on parlait tantôt. Avec les herbes hautes puis la colonie qui est super forte, ils peuvent en tirer refuge puis ils se camouflent des prédateurs et des intempéries. Mais d'autres oiseaux comme les échassiers ou les autres oiseaux des marais, comme les hérons par exemple, vont perdre leur habitat. Donc, on observe une diminution. Fait que, tu sais, oui, certaines faunes s'adaptent et réussissent à survivre dans la phragmite, mais c'est vraiment souvent juste les plus opportunistes. Et un peu comme la perte de flore, si on perd la diversité, ben ça vient encore une fois faire une perte d'équilibre dans notre milieu. Troisièmement, le phragmite ne se contente pas d'exclure les autres plantes, il change littéralement la structure des sols et de l'eau. Donc, en termes de consommation d'eau, le phragmite a un système racinaire super profond et très dense, fait qu'il pompe énormément d'eau, ce qui contribue à assécher nos milieux humides. Un fossé colonisé par le phragmite va perdre sa capacité de rétention d'eau et de faire circuler l'eau correctement. Fait qu'à Pike River, par exemple, on voit que dans certains endroits où est-ce qu'on circule, le sol est super sec, comme sur l'image ici. Fait aussi, l'accumulation de matière organique cause aussi des problèmes hydriques. Fait que, par exemple, les tiges qui meurent à chaque année, vu que c'est tellement dense, viennent s'empiler les unes sur les autres, puis ça forme une couche épaisse qui bouche les fossés et qui peut même venir changer la topographie de notre sol. Donc, avec le temps, un marais se transforme en un terrain beaucoup plus sec. Donc, dans un fossé de drainage colonisé, le phragmite devient vite un canal rempli de tiges mortes et vivantes où l'eau stagne et ne peut plus vraiment circuler. Résultat, les champs peuvent rester gorgés après un orage qui retarde les semis et endommage les cultures sur place. Donc, comme on peut voir, le phragmite est un problème qui devient de plus en plus concret pour les producteurs. Bien sûr, il y a plusieurs types de cultures qui peuvent être impactées différemment. La culture biologique est particulièrement vulnérable vu qu'on n'utilise pas ou très peu d'herbicides ou d'outils chimiques pour contrôler la progression du phragmite, mais la culture conventionnelle est tout aussi vulnérable parce que le phragmite est extrêmement difficile à éradiquer. En cause de son système de rhizome qui le permet de se propager extrêmement rapidement. Fait que la perte de rendement indirecte peut arriver quand les fossés ne drainent plus bien, que vos champs restent trop humides trop longtemps. Ça peut retarder les travaux printaniers aussi. Ça peut provoquer des pertes de semences ou favoriser les maladies fongiques en milieu agricole. Donc, en résumé, le phragmite, c'est pas seulement une mauvaise herbe dans un fossé, mais c'est une menace directe à la productivité agricole et à la gestion des terres. Bon, ben maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette plante. Donc, malheureusement, c'est ça, l'éradiquer complètement, on sait que c'est quasiment impossible. Surtout quand elle est vraiment déjà présente et qu'elle forme des colonies. Et en fait, même avec les méthodes qui sont réputées pour être efficaces à long terme, ben, en fait, c'est ça, si on arrête le traitement pendant plusieurs années, et ben, en fait, on est quasiment sûr que ça va revenir. Donc, c'est un entretien constant. Donc, on parle plus de méthodes de contrôle ou de limitation de la propagation que de méthodes d'éradication pour le phragmite.
Donc les méthodes existantes qu'on connaît sont plus ou moins efficaces, mais il y a quand même des facteurs qui font qu'on peut maximiser l'efficacité et puis comment bien les utiliser en fait. Donc déjà on peut prendre en compte, ce qui est vraiment important, c'est le milieu dans lequel on veut traiter la phragmite. C'est-à-dire que là, si on va être dans un milieu plutôt inondé à l'année, donc qui est vraiment, le fond d'un canot de drainage, on sait que le niveau va rester haut, ou des choses comme ça, ou alors si on se situe dans un milieu qui ne va pas être inondé tout le temps, mettons dans un champ, il y a des moments dans l'année, au printemps, où ça va être inondé, mais ça va sécher au fur et à mesure de l'été. Ensuite, la météo est vraiment très importante pour l'utilisation des méthodes, parce que mettons, est-ce que mon sol il est sec, est-ce qu'il va rester sec, est-ce qu'il vient de pleuvoir, est-ce qu'il va pleuvoir, enfin il faut vraiment se timer avec la météo, ça c'est vraiment, toutes les méthodes sont dépendantes de ça. Et ensuite aussi il y a la période, donc toujours le faire avant la période de floraison, parce qu'on sait que le phragmite va vraiment se disperser par rhizome. Mais on sait qu'il se disperse aussi par graines, donc ça va peut-être juste voler plus loin, mais ça peut aussi faire de nouvelles colonies. Ça, on ne veut pas que ça arrive, évidemment, parce que déjà qu'on se démène avec celles qu'on a déjà, on ne veut pas en créer des nouvelles. Puis une chose aussi vraiment importante, c'est la fréquence. Dépendamment de la technique utilisée, on va avoir plus ou moins de fréquences de traitement qui vont être nécessaires pour parvenir à quelque chose. Dernière chose aussi, là ça va dépendre des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut nous par exemple dans nos objectifs de reboisement et de restauration. On veut pas détruire les autres plantes autour, parce qu'on veut qu'il y ait de la biodiversité qui se crée. Donc là on va pas vouloir tout faucher, parce qu'au final c'est le phragmite qui va gagner la compétition, c'est lui qui va ressortir en premier. Donc on va essayer justement d'avoir des méthodes moins destructrices pour les autres plantes pour les aider un peu en fait. VS, est-ce qu'on est dans un endroit quand même, un bord de route où on se fiche un peu de savoir est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va repousser ou pas. Et dans ce cas-là, on peut aller avec des méthodes un peu plus destructrices pour le reste de la faune. Donc là, on peut passer à la série de méthodes qu'on a utilisées, qu'on utilise et puis qui sont quand même assez courantes. Donc la fauche, nous, on ne l'utilise pas tellement comme méthode régulière, puisque c'est comme on vous disait, on ne veut pas tout raser en fait. Par contre, ça peut être utilisé pour d'autres méthodes. Par exemple, maintenant on va poser une membrane de géotextile, on va faucher avant pour poser la membrane. Donc voilà. Aussi, c'est pas... j'entendais l'inverse tout à l'heure, mais c'est pas réputé pour son efficacité. En fait, c'est que ça peut être très rapide avec la machinerie nécessaire, mais ça demande beaucoup de répétition de ce qu'on a vu pour que ce soit vraiment efficace. Donc ça dépend de où on se situe. Je le recommanderais pas forcément, mais en même temps, si c'est à des endroits... dépendamment de ce qu'on fait avec, en fait, c'est ça. Ensuite, on a le pliage. Donc nous on l'utilise beaucoup ça, le pliage, parce qu'on est dans des contextes où on ne veut pas soit affecter la quenouille, soit affecter les petits arbres qu'on vient de planter, ce serait un peu dommage quand même. Donc on utilise soit nos pieds, donc les fameuses raquettes à neige, puis là dans son équipe il y a quelqu'un qui a inventé une planche de bois, en fait avec des cordes où on plie comme ça et tout ça, ça a l'air vraiment efficace. Bon, moi je ne l'ai pas encore essayé cette année, donc je pourrais vous en dire plus tard. Après ça c'est surtout pour les endroits inaccessibles autour des arbres, mettons dans une plantation vraiment, parce que des fois on a des entités vraiment importantes, 200 arbres dans 100 mètres carrés, ça fait beaucoup. Sinon on utilise un VTT avec un rouleau à pelouse rempli d'eau, là dans les endroits accessibles aussi ça fonctionne pas mal. Et on a aussi déjà fait appel à un producteur qui est venu avec un tracteur avec des rouleaux en fait pour écraser. Ça c'est très rapide, c'est très satisfaisant à voir comme vidéo, hein. Et ça, nous on l'utilise parce que ça laisse... Les autres plantes qui sont en dessous ne sont pas complètement mortes, ça leur laisse le temps de se régénérer. Là les expériences qu'on a, c'est là qui sont vraiment expérimentales, c'est 1 fois par saison, 3 fois saison, 6 fois saison. Ouais, c'est ça. Donc 6 fois, ça fait plusieurs temps, c'est ça dans l'année. Bon là globalement c'est pas une efficacité légendaire, je vais pas mentir non plus, mais cela dit ça évite la propagation, ça marche, ça évite qu'on aille plus loin, ça laisse la place à d'autres choses, ça encourage. 1 fois clairement c'est pas suffisant, 6 fois j'ai tendance à dire que c'est trop, mais 3 ça a l'air d'être quand même un bon compromis pour ce qu'on veut faire.
Si on va plier, on va avec les raquettes ou avec l'autre outil, là, je pourrais vous montrer une photo tout à l'heure, on contourne les quenouilles. Fait qu'on essaie de ne pas les plier aussi pour vraiment que celles-ci puissent grandir et se propager avant que la phragmite comme envahisse leur milieu. C'est ça. Fait que c'est comme on leur donne une chance de compétitionner. C'est ça. Mais c'est ça. Donc ça peut être très long dépendamment de l'outil qu'on utilise, c'est ça évidemment. Et aussi, en fait, comme toutes les méthodes qui sont plus situées sur les milieux qui ne sont pas inondés à l'année, il faut pas qu'il pleuve parce qu'en fait le phragmite dès qu'il commence à pleuvoir, là tu viens de plier, tu vois la tige derrière qui redresse tout de suite, c'est assez décourageant. Donc plus ça va être sec pour les méthodes qui sont en milieu plus terrestre, mieux ça va être. Et plus ça va le rester longtemps. Donc visons une sécheresse, là mois de juillet, août, c'est super, c'est ça. Ah ouais, ça c'est super, là ça se dessèche bien, là tu plies puis elles deviennent toutes jaunes, c'est super, là, c'est satisfaisant. Il faut qu'on se satisfasse avec ce qu'on a aussi. Je vais laisser juste Maxine parler du géotextile. Qui connaît Oui. Parfait. Donc, c'est ça, nous, au Boisé des Terres Noires, on avait mis des grosses membranes de géotextile. Comme Manon, en fait, je vais commencer par voir c'est quoi l'objectif. L'objectif, en fait, quand on met le géotextile, c'est vraiment de limiter la lumière qui va se retrouver au sol pour que autant les rhizomes que les tiges puissent mourir. Comme Manon avait dit, justement, il faut faucher avant. Donc, on ne peut pas laisser la tige comme ça, puis après mettre le géotextile par-dessus. De toute façon, ça ne sera pas efficace. Ça ne fonctionnera pas très bien. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va installer le géotextile. Nous, ce qu'on a mis, c'est des pieux à une certaine distance. Là, c'est à quelques mètres chacun. Puis, c'est important justement de recouvrir toute la surface qu'il y a de la phragmite. Une des limitations que nous, on a au Boisé des Terres Noires, c'est que justement, il y a une baie de Tullet avec de la phragmite. Donc, on ne peut pas autant mettre la géotextile dans cet espace-là. Puis, ce qu'on voit, en fait, c'est que quand on a commencé à enlever les parcelles de géotextile, on voit que les semences y reviennent malheureusement. Donc, ça a une bonne efficacité. Mais il faut absolument couvrir toute la parcelle pour être sûr qu'on n'a plus de phragmites qui se retrouvent dans le terrain. Puis un des désavantages en fait de cette technique-là, c'est que c'est hyper coûteux, autant le labour que le géotextile. Nous, on utilise une membrane géoroute, donc c'est quand même très dispendieux, mais ça a quand même l'efficacité de fait que ça ne va pas percer le géotextile en tant que tel. C'est vraiment, c'est bien couvert, ça fait 9 ans que c'est couvert et ça n'a toujours pas percé. Puis sinon, dans le fond, c'est sûr qu'il faut revenir pour s'assurer justement que le géotextile ne soit pas parti au vent ou s'il y a des trous, il faut les reboucher, là. On est en discussion en ce moment pour voir ça va être quoi notre technique pour l'enlever parce que le projet, justement, c'est la 10e année l'année prochaine. Fait que techniquement, il faudrait l'enlever, mais il y a la fiducie de conservation de la Naudière qui prend soin aussi, ça fait partie de leur terrain, ils prennent soin de ce terrain-là. Fait que ce qu'on est en train de faire, dans le fond, c'est de voir comment on va pouvoir l'enlever. Il y a des espèces de carex, il y a de la sphène qui ont commencé à pousser sur le géotextile. Fait que là, nous, on se demande comment on va replanter la sphène, le carex, en enlevant le géotextile. C'est une grosse logistique qu'on est en train de réfléchir en ce moment-là. On a commencé à creuser, puis on voyait, il peut y avoir un petit peu de fragments, des fragments là, qui vont être en dessous. Mais c'est ça, on est en train de regarder pour ça, là. Mais il y a une couche dans le milieu, puis quand on est rendu à la fin, on met une deuxième couche. Ouais. Elle passe vraiment pas au travers. Non, elle passe pas au travers. Ça, j'ai pas regardé les prix, malheureusement. Mais la moyenne, c'est à peu près 12 $ le mètre. Là, pour des moyennes de prix là, pour les géotextiles, c'est à peu près 12 $ le mètre. Carré ou... Ouais, le mètre, mais par un mètre. Oui, mètre carré. De manière générale, ça va être un 2 ans. Ce qui va être le plus efficace, en fait, ça va être vraiment la première année de mettre le géotextile, puis la deuxième année de faire des trous pour venir faire des plantations. Parce que là, dans le fond, on veut avoir un couvert forestier qui va permettre à la phragmite de ne pas pouvoir repousser parce que ça aime la lumière. Donc, c'est sûr que s'il y a un couvert forestier, ça va aider, là.
Elle a pas mal travaillé avec le géotextile, moi un peu moins parce que c'est le projet où je travaille à Pike River, c'est plus mes collègues qui étaient en charge de ça qui s'en étaient occupés. Mais c'est ça, non, là, donc pour revenir aux questions, ça a vraiment pas percé. C'est juste que c'était parti au vent. Donc là, il y a vraiment une grosse logistique. C'est vraiment important de bien l'installer dès le départ parce que sinon, il faut refaire tout le travail l'an suivant. Puis ça, c'est compliqué. On est là-bas tous les jours, donc ça va pour l'instant. Donc ça, c'est cool. C'était comme barrière aussi, là. C'était vraiment parce qu'il y avait, mettons que c'était envahi comme ça. Là, on le met en barrière pour éviter que ça aille plus loin dans les plantations. On a aussi planté dans le géotextile et à notre surprise, en fait, c'est ça, c'est qu'on a dit on sacrifie des arbres, mais comme c'est des quadras délimités, on est quand même obligé, parce que c'était supposé être aléatoire. Surprise, c'est quelle espèce déjà? Mais il y a le un cornouiller? Oui, il y a des cornouillers qui poussent super. Non, il y a un cornouiller, il a été planté il y a 2 ans, il est immense là. Les sols prennent de plus en plus d'ampleur. C'est ça. Donc en fait finalement ils bénéficient de ne pas avoir de compétition, puis ça garde, donc soit ça crame, soit ça garde l'humidité en fait, donc ils sont super cons. Ouais. Finalement, mais c'est pas pour toutes les espèces, ça dépend des milieux parce que c'est ça, ils font beaucoup de mélanges. Le peuplier, je vais essayer de le retenir, mais c'est parce qu'on a des milieux beaucoup plus humides aussi. Je sais pas si, moi j'ai pas tout en tête là sur les mélanges qu'ils ont fait, mais... Mais nous, au niveau du peuplier, nous, on avait planté le peuplier deltoïde au boisé des terres noires, puis on a 99% de mortalité du peuplier. Mais c'est particulier, au boisé des terres noires, on a une terre qui va être hyper inondée, puis après ça, sec. Donc, il n'a vraiment pas survécu. Il faut vraiment faire attention à ça. Là, c'est quoi notre type de milieu, si c'est inondé ou pas. On a un sol hyper meuble, mais en même temps super sec. Fait que ça fait en sorte que le peuplier, malheureusement, il n'a pas fonctionné. Nous, on est plus... ceux qui ont l'air d'avoir bien fonctionné, ça semble plus être le mélèze, l'érable rouge, puis le pin gris aussi, de notre côté. Et ensuite, dernière méthode terrestre, finalement, en milieu moins inondé, c'est ce qu'on disait. Donc le contrôle par compétition. Bon, voilà, si on laisse le sol à nu, en fait, et qu'il y avait du phragmite, c'est toujours le phragmite qui va reprendre. Donc c'est ça que nous, on essaye de faire, c'est vraiment la philosophie du labo, que ce soit pour que ce soit pour le géotextile, c'est ça finalement, ce serait quand on l'enlève, de ne pas laisser le sol à nu, de replanter quelque chose. Nous, c'est la quenouille, on essaye de faire en sorte que la quenouille revienne, on essaye d'affaiblir le roseau et peut-être qu'à un moment donné, la quenouille sera suffisamment forte pour, revenir et puis rester en place. Quand on laboure, quand on laisse le sol à nu, pas laisser tant le sol à nu, justement c'est drôle pour les verges d'or parce que nous on l'a pas utilisé encore mais on y pense, de l'ensemencement aux verges d'or vu que c'est indigène, etc. Petite parenthèse que j'avais pas prévu de dire, mais justement c'est ça. Ça peut aussi garder l'ombre et éviter que les arbres justement meurent dans leurs protecteurs trop au soleil en fait, quand ils sont petits. Finalement ça peut avoir cet effet-là. Donc c'est ça et c'est qu'au bout de la ligne, nous, on fait toutes ces méthodes-là, c'est que derrière, c'est pour planter des arbres et créer une canopée au-dessus, puis ça va s'auto-réguler. En fait, après, si le phragmite, il est sous un arbre et qu'il n'a plus d'ombre, il a plus de soleil, puis qu'il est à l'ombre, en fait, il va s'affaiblir et juste mourir ou faire des toutes petites colonies, mais il sera vraiment plus contrôlé. C'est pour ça qu'on vous parlait de toutes les autres méthodes avant, on en a besoin pour faire ça, la compétition, parce que quand les arbres sont tout petits, on a quand même besoin d'utiliser des méthodes alternatives avant d'arriver à une canopée, avant d'arriver faut déjà l'enlever le phragmite puis l'affaiblir pour pouvoir ensuite créer une compétition. Dernière chose, donc là c'est ça. Donc là c'était pour les méthodes plus terrestres. Les méthodes mécaniques dans des milieux qui sont inondés tout le temps, la coupe sous l'eau, ça c'est fantastique, ça fonctionne très bien. Au niveau des répétitions, il faut le faire 2 fois dans l'année, ça suffit. Nous, on y va au sécateur parce que c'est ça pour les quenouilles, on ne veut pas couper les quenouilles, donc on y va au sécateur. Bon, tige par tige. Et à un moment donné, on avait un canal de drainage qui était vraiment envahi. Là, dans ces cas-là, nous, on a essayé la débroussailleuse dans l'eau avec une lame de foresterie. Ça marche super bien. Ce qui est plus pénible, en fait, c'est de le ramasser derrière parce que s'il faut pas le laisser dans l'eau parce que sinon, après, il reprend tout de suite. Là, la moindre petite chance du phragmite dans l'eau, il va la saisir. Je sais pas après s'il y a d'autres outils plus
on va dire plus gros et plus efficace qu'une débroussailleuse dans l'eau qui pourrait être utilisée. Mais ça, il faut savoir que c'est vraiment efficace. Mais encore une fois, dépendant des conditions météo. Et là, c'est l'inverse. Il ne faut pas que ce soit sec, il faut que ce soit humide parce qu'en fait, le but, c'est de noyer le rhizome. Donc en fait, il faut que ça reste immergé pendant au moins 30 jours au minimum. Donc là, ça, c'est bien peut-être en début de saison, au printemps, quand il y a encore de l'eau, puis le refaire, entretenir avant la floraison si jamais il y en a quelques-unes qui ont repoussé. Mais c'est ça, il y en aura beaucoup moins, ça va vraiment se voir et ça se voit d'une année à l'autre en fait. Vraiment, c'est assez remarquable. Donc, cette année, on a commencé des pré-tests pour l'utilisation du vinaigre pour contrôler la phragmite. En fait, on a eu l'inspiration de quelqu'un qui allait faire des injections directement dans la tige de vinaigre. Là, nous, on a une espèce de gros champ super dense, fait qu'aller injecter chaque tige, c'est pas vraiment faisable. Par contre, comme ici, on a vu, il y en avait vraiment pas beaucoup, peut-être que ça pourrait être possible. Mais bref, dans nos pré-tests, on a testé 3 concentrations de vinaigre. Donc, le vinaigre à la maison là, de 5 %, du 10 % et du 20 % et on a fait comme 2 tests. On a fait asperger le phragmite de toute sa hauteur avec le vinaigre. Donc là, ça, on voit que ça vient vraiment brûler les feuilles puis il ne peut plus vraiment faire de photosynthèse. Et l'autre façon, on l'a tout coupé et on est venu un peu comme la coupe sous l'eau, venir comme le noyer avec du vinaigre. On est allé revoir nos quadras de pré-test. Jusqu'à présent, on dirait que pour le 10 % et le 20 %, qu'il y a comme un 50 % d'efficacité. Là, que, 50 % des tiges n'étaient plus là. Là, est-ce que l'année prochaine, ça va tout avoir repoussé? Je ne sais pas. Pour nous aussi, un grand facteur, c'est de voir combien en mettre pour pas que ça vienne tout acidifier nos sols, puis tuer tous les arbres qu'on travaille très fort pour entretenir. Mais jusqu'à présent, sous toute réserve, ça semble être assez efficace. Nous, on n'a pas fait d'injection. On est vraiment allé, on avait des quadrats de 2 mètres par 2 mètres. Puis on a testé les 2 techniques dedans. Fait qu'on a fait une moitié, puis dans chaque quadrat, on a mis 4 litres de vinaigre. Oui, fait qu'on a 5 %, 10 % 20 %. Fait que c'était 2 litres par moitié par technique. Honnêtement, je pense que c'était peut-être trop, comme, tu sais, à un moment donné, on en avait mis partout, puis là, on repassait. Mais selon la littérature que j'avais lue préalablement, c'était comme ça qu'il fallait en mettre. Fait que c'est comme ça qu'on est allé, mais on pourrait peut-être tester avec des moins grandes quantités aussi. Okay, donc après vous avoir parlé de tout ça, on espère qu'il y a quand même des astuces qui vont vous servir pour la suite. Mais c'est vrai qu'on s'est aussi posé, on venait ici via l'UPA, donc on se posait la question de savoir finalement c'était quoi vos besoins, parce que nous, en fait, finalement, dans le milieu agricole, on n'était pas trop au courant. Et puis, c'est ça, les méthodes qu'on évoque, c'est bien pour le contexte routier où c'est sur le bord de la route, ou alors c'est bien dans les milieux humides, inaccessibles. On se rend compte que c'est pas pour tout le monde d'aller couper tige par tige au sécateur dans son canal de drainage. Donc c'est ça, on a essayé de se renseigner un peu, puis on va essayer de vous proposer des choses un peu utiles. Mais encore une fois, qu'on peut être testé, nous c'est juste qu'on a imaginé ça là un peu sur le tas. Là, comme je disais, vous pourrez revenir nous voir et nous demander des recommandations pour des cas spécifiques et puis on pourra essayer de faire quelque chose. Donc nous, on a pensé, c'est que donc ce qu'on a compris, c'était plus au niveau de l'accumulation de matière dans les canaux de drainage. Et donc c'est ça, donc on a essayé de penser à des choses. Donc la première année, même si j'ai dit que la fauche n'était pas forcément l'idéal, ça fait toujours que ça évite d'avoir de la matière organique. Donc on peut faucher, broyer le canal, ramasser la matière. C'est pareil, ça a été compliqué de trouver l'information de qu'est-ce qu'il faut en faire ensuite. Donc a priori c'est écocentre, ou site d'enfouissement qu'il faut les déposer. On ne peut pas les déposer partout, dépendamment de combien vous en avez aussi. Ce qui peut être fait, surtout une fois que c'est fauché, etc., ramassé, ça peut être mis sur des grandes bâches. Mais il ne faut pas que ça vole au vent non plus, parce que sinon ça va se disperser au soleil, bien séché, ou alors c'est une petite quantité dans un sac poubelle au soleil, pareil, bien séché. Puis
Donc si c'est des grosses quantités, comme je disais, site d'enfouissement ou écocentre, et si c'est des petites quantités, a priori, ça fonctionne dans les poubelles classiques. Pas le compost par contre, évidemment. Sinon, surprise. Puis surtout, c'est ça, si vous utilisez de la machinerie pour couper n'importe quoi, faut nettoyer derrière parce que sinon vous allez juste le disperser encore plus. Ça c'est vraiment principe de base. On en a fait les frais parce qu'on a aussi un entrepreneur qui est venu à Pike River qui a creusé justement des canaux de drainage pour tous les connecter. Ils nous ont mis un tas juste à côté de notre bord de route, c'est bien, maintenant on a une colonie. Ils l'ont laissé 3 jours, ça suffit. Donc voilà, c'est pour dire... Faites pas cette erreur, je vous le conseille pas en fait. Et oui. Brûler, ça peut fonctionner si vous avez les autorisations, si vous pouvez. Alors là, allez-y, let's go. Avec brûler vos... si vous l'avez coupé et tout, oui, ça pourrait être une façon de faire. Brûler son champ pour aller faire ça, oui, c'est des techniques que tu peux lire qui peuvent se passer, mais là, c'est compliqué, là, tous les permis, mais une fois que c'est enlevé, ouais, mais là, ça pourrait être intéressant. Au milieu de bandes riveraines, c'est difficile d'avoir les permis pour aller dans les bandes riveraines, faire des changements et tout. Par contre, bandes riveraines de lac, planter des plantes indigènes dans les bandes riveraines, habituellement, il n'y a pas de problème, même qu'ils l'encouragent, surtout pour venir bonifier les bandes riveraines. J'imagine que c'est la même chose pour les ruisseaux qui vont venir passer dans les champs. Après ça, de ce que j'ai lu, comment ça s'appelle le site déjà? Oui, c'est ça, genre bande riveraine. Vu que c'est des espèces exotiques envahissantes, qu'on les veut pas, il y a des permissions qui semblent assez ouvertes pour venir le contrôler. Est-ce qu'ils vont vous dire « Ah oui, allez-y avec votre machinerie », je pense pas, mais ça serait de s'informer avec eux, peut-être même juste avec les bassins versants aussi, des fois ils peuvent nous dire, mais vu que c'est les EEE, d'habitude, sont assez ouverts. C'est ça qu'on disait après on pourra se rediscuter plus tard, puis c'est vrai qu'on n'avait pas cette information, on savait que la question allait finir par tomber, puis on n'avait pas vraiment la réponse, parce le temps de poser la question, mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent tout à fait, puis c'est vrai que ce serait dommage, mettons du pliage qui n'est pas tant invasif, je trouverais ça dommage qu'on ne puisse pas faire ça si c'est pour éliminer une espèce exotique envahissante, donc c'est des questions qu'on veut poser aussi plus tard. Mais oui, elle peut se multiplier avec les semences. De manière générale, elle ne va pas faire des énormes distances de son côté. Là. Si je me rappelle bien, c'est comme des 100 mètres qu'elle peut se retrouver en distance. Mais sa banque de semences peut être très grande dans le sol. On parle de 700 semences par mètre carré là, qui peut se retrouver dans le sol. Mais ils n'ont pas beaucoup de réserves en tant que tel. C'est des très petites semences. Donc, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de réserves, ça fait en sorte que c'est plus facile là, à éradiquer pour ça. Là. Je peux rajouter ça. Oui, c'est ça, c'est que nous, c'est ça, faut faire des tests ADN, c'est comme ça qu'ils l'ont su, en fait, finalement, que oui, ça se reproduit, en fait, puis qu'une colonie, finalement, ça va être d'avoir le même ADN, mais si c'est reproduction par semence, ça va être un individu différent. Et c'est ça, mais visuellement, comment on le voit, nous, c'est, typiquement, on sait, je veux dire, s'il y a des rhizomes, on va quand même avoir des tiges à côté, ça se peut que là, jusqu'à la dernière personne, au fond, il n'y ait pas une tige, puis que ce soit juste un rhizome. Mais mettons, s'il y a juste une patch qui est toute seule au milieu de nulle part, mais qui en approche, on peut se douter que là, ça a été ça. Nous, on a eu des cas où, en fait, on avait des zones qui n'étaient pas traitées par nous, que ça ne nous appartenait pas, c'est au ministère des Transports, qui ont laissé fleurir. C'est sûr qu'après, ça s'est propagé. Donc, c'est ça. Et là, dans ce cas-là, je pense que là, les tiges qu'on voit ici, je pense que c'est de la reproduction. C'est ça, ça veut dire qu'il y en avait autour, puis que c'est venu. C'est ça, c'est venu par le vent. Ouais, malheureusement, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. Je sais plus. Mais je pense que ça a répondu à la question. Je vais repartir avec ça. Et donc, pour les canaux de drainage, voilà. Les ruisseaux et bandes riveraines, ça, on essaiera de s'en reparler puis de trouver des réponses à ça. Donc, nettoyer le canal à fond. Donc, je disais, c'est ça, fauche, broyage, ramassage de déchets, laver sa machinerie. Donc ça, c'est quand même, en premier lieu, c'est un bon entretien à faire. Ça l'affaiblit quand même bien.
Puis après, c'est ça, c'est que dans l'année, il peut y avoir... En fait, dans l'année ou les années suivantes, il peut y avoir des petits entretiens qui se font. Alors, ah oui, donc le faire avant la floraison, je pense que maintenant on a compris pourquoi aussi. Et c'est ça aussi, c'est ça que je voulais dire. Si c'est trop accumulé, on sait qu'il y a de l'excavation. Après, c'est ça, c'est qu'on s'est renseigné sur la réglementation et tout, ça avait l'air quand même assez complexe. Je sais pas s'il y en a qui utilisent ça, etc. Mais ça reste que c'est une possibilité, c'est employé des fois. Mais c'est ça, il faut vraiment se renseigner si on a le droit de le faire, de comment on procède, etc. Mais ça, c'est vraiment si ton canal est bouché, là, ça peut être une solution. Et sinon, les petits entretiens, donc encore une fois, là, la coupe sous l'eau, donc avec les outils que vous avez, couper sous l'eau. C'est ça 2 fois dans la saison. Dépendamment de l'outil, mais si c'est immergé, mais mettons là c'est en plein milieu du là comme nous, en final on nous a fait passer une photo en fait c'était un canal de drainage qui était complètement asséché. Là ça peut être carrément du labourage dans le canal de drainage. Si on pense qu'il va être asséché tout l'été, ça peut fonctionner aussi. Puis c'est ça aussi, donc là c'est ce qu'on a pensé aussi pour les donc il y a les berges, parce que le canal il y a de l'eau souvent. Mais c'est les berges, qu'est-ce qu'on fait avec nos berges de canal de drainage, ou alors dans des portions de champs qui sont inondées pas tout le temps. Bon bah là c'est ça, 2 fauches, au moins avant la floraison pour éviter que ça fleurisse, pour éviter qu'il y ait trop de matière qui s'accumule. Et là c'est là que le labour à l'automne ça peut être intéressant, donc dans un milieu plus pas inondé à l'année. Et sur les berges, donc là c'est ça peut, et donc après on entretient comme ça régulièrement. Et sur les berges, une autre solution, c'est là, ça marche le géotextile sur les berges dans ce cas-là, donc dans le creux, donc pas là, pas dans l'eau la plus profonde, pas dans la vase, mettons, mais là sur le bord, ça peut vraiment être une solution qui fait que au moins il n'y aura pas trop d'accumulation dans ton canal, il y aura vraiment que ce qu'il y a dans le fond, et puis c'est ça demande quand même moins d'entretien. Puis dernière chose utile qui pourrait, donc c'est ça qu'on disait, le message c'est faire des plantations, ça pourrait être une solution à terme aussi. Là c'est clairement de faire, mettons là je parle dans le canal et puis sur le bord là de faire un espèce de gradient avec des arbustes sur les berges. C'est ça, parce que quand tu retires ton géotextile tu ensemences au minimum tu fais ça. Après tu peux planter des arbustes, et sur le bord là c'est ce qu'on disait, les espèces comme le saule, le cornouiller, etc. Là ça fait de l'ombre. Puis à terme, ça va être long à pousser, il y a un peu d'entretien à faire le temps que ça pousse, mais je veux dire, après, ça va s'autoréguler. 10 ans après, t'es tranquille et puis t'as plus à t'en occuper, quoi. C'est un peu faire une combinaison de méthodes au début pour qu'ils puissent venir faire la compétition, soit que vous le coupiez ou comme que vous la contrôliez. Puis à un moment donné, bien, vu que l'ombre tout autour, ça va venir comme faire assez de compétition pour pas que la patch de phragmite soit super forte et que ça propage autant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, nous en fait là c'est pareil, c'est parce qu'il y a des articles qui disent l'aune rugueux, qui disent des choses comme ça. Nous clairement sur le terrain ce qu'on voit c'est les saules, on marche dessus, on plie dessus, tout ce que tu veux, il y en a de plus en plus chaque année, c'est increvable, c'est génial, c'est vraiment, moi je recommande le saule, c'est... Ouais. Au lac Saint-Pierre en particulier, je sais pas, par contre je sais que Canard... illimité, ils font beaucoup de coupes sous l'eau dans les marais. Eux, dans le fond, là, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'il y a une vidéo sur YouTube, là, mais ils vont venir couper, puis ils se promènent genre avec des traîneaux qui flottent sur l'eau, puis toutes les branches qu'ils coupent, ils les mettent sur les traîneaux pour pas que ça aille se propager dans l'eau. L'Université Laval, ça s'appelle Groupe Phragmite. Je sais pas si c'est encore, mais je sais pas si ça fonctionne encore, mais ils ont publié énormément de travaux. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont encore... En général, on parle de 3, 4, 5, 6 gros joueurs ou plus? Ben, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça, pour avoir fait aussi des rencontres au Creux, Montérégie. C'est ça, là, c'est vraiment ils font une stratégie régionale pour le contrôle. Il y a plein de gens qui font des choses de leur côté, il y a plein de gens qui font ça, donc
Mais c'est ça, je pense que ça manque un peu d'une mise en... Mais comme pour tout, en fait, chacun fait ses petites choses de son côté. Donc c'est ça, je trouve que la mise en commun, elle est vraiment intéressante. Et oui, faire une collaboration. Moi, je pense que notre chercheur qui adore les projets variés et avoir plein de projets, je pense que clairement, lui, ça va le tenter de faire ça. Puis je pense qu'il y a un besoin aussi. Pour conclure, je voulais en fait vous dire que quand on a fait la préparation, nous, on est venu pour vous présenter ce que nous on faisait, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément les réalités de tout le monde, les besoins de tout le monde. C'est pas toujours adapté, pas toujours facile non plus. Même pour nous, là, le contrôle du roseau, ça reste une question qui est vraiment difficile. Et en fait, c'est ça. On se doute que vous avez essayé des techniques qui fonctionnent pour vous, ou alors peut-être que là, ce qu'on vous a suggéré et tout, il y a des choses que vous allez nous dire, ça marche pas ton affaire. Peut-être que ça marcherait mieux. Là, on était content d'apprendre, mettons, pour les peupliers, peu importe. Donc là, on s'est dit que on aimerait vraiment, nous aussi, avoir vos retours des fois plus pratiques, et puis vos questions, etc. Donc j'aimerais vraiment ça qu'on fasse un partage de connaissances, puis c'est ça, on essaye de venir un peu en humilité, parce qu'en même temps, on va pas vous apprendre forcément votre travail non plus. Donc voilà.